Le gouvernement Trump a fait une révélation choc sur l'Iran et a porté la crise à un autre niveau en affirmant que des discussions avec Téhéran pourraient avoir lieu en ce moment même directement avec le guide suprême et qu'il n'est pas encore mort. Le 3 juin 2026, la Maison-Blanche apparaît et montre que le régime iranien n'est pas en position de force, mais qu'il est sous pression de l'intérieur, de l'extérieur, en mer, dans l'économie et même au sein de sa propre direction politique. Marco Rubio a renforcé cette interprétation au Congrès des États-Unis en déclarant que le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei est vivant et de plus en plus impliqué dans les décisions. En même temps, l'Iran a commencé à accepter des discussions sur des points de son programme nucléaire qu'il refusait auparavant même d'aborder. Trump parle d'un accord d'une manière ou d'une autre, et c'est là que la situation se complique. Qu'a essayé de cacher Téhéran? Pourquoi Trump en a-t-il parlé maintenant? Comment le régime va-t-il réagir? Je vais tout expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici, il y a des vidéos comme ça tous les jours. Trump est intervenu directement dans la crise pour nier que les États-Unis et l'Iran aient cessé de communiquer. Selon lui, les discussions ont continué ces derniers jours, y compris il y a 4 jours, 3 jours, 2 jours, 1 jour et aussi aujourd'hui. Ces propos ont été prononcés comme un avertissement. La Maison-Blanche veut prouver qu'elle maîtrise toujours la pression. La phrase la plus forte de Donald Trump a été simple. Il est temps pour l'Iran de parvenir à un accord, d'une manière ou d'une autre. Ce choix de mots montre le ton de la Maison-Blanche. La porte diplomatique reste ouverte, mais le régime iranien ne considère pas cette porte comme une récompense. Il la voit comme un dernier recours après avoir perdu une partie du bouclier qu'il a mis des années à bâtir. Trump n'apparaît pas dans cette histoire comme un président acculé. Il apparaît comme quelqu'un qui a laissé le canal de communication ouvert tout en maintenant une pression réelle sur l'ennemi. Marco Rubio a complété le tableau au Sénat des États-Unis. Il a expliqué que l'Iran essayait de mettre en place un bouclier conventionnel pour protéger son projet nucléaire. Ce bouclier serait composé de missiles, de drones, de lanceurs, de stocks militaires et d'une force navale capable de menacer les routes commerciales. La logique était simple et dangereuse. Téhéran voulait atteindre un point où toute action contre son programme nucléaire coûterait trop cher au monde. Trump a décidé d'agir avant que ce point de protection ne devienne intouchable. L'opération Epic Fury s'inscrit dans ce contexte comme l'action qui a brisé une partie de la structure militaire iranienne. Selon Rubio, l'opération a fortement réduit la base industrielle de défense de l'Iran, a touché la capacité de production de missiles, a affaibli la production de drones et a affaibli les lanceurs urbains, ceux utilisés par le régime. Il n'a pas donné de chiffres exacts, mais il a clairement indiqué que la perte était suffisamment importante pour modifier le calcul de Téhéran. Le message est que l'Iran peut encore menacer, mais il ne menace plus depuis la même position. Le cas du détroit d'Ormuz est devenu la partie la plus sensible de ce bras de fer. L'Iran avait promis de rouvrir le passage après le cessez-le-feu, mais il n'a pas tenu parole. Rubio a été direct en disant que les États-Unis n'accepteraient pas un monde où l'Iran ferme la route à tout le monde, prélève un péage en pratique, menace ceux qui passent, mais garde ses propres navires libres de circuler. La réaction américaine a accru le coût journalier pour Téhéran. Le blocus et la saisie de navires sanctionnés dans l'Indo-Pacifique frappent les revenus du régime à un moment où l'économie est fragile. Rubio a affirmé que l'Iran perd des centaines de millions de dollars de revenus qui ne rentrent plus. Cela pèse lourd, car le régime faisait déjà face à des protestations, une forte inflation, une monnaie dévaluée et des difficultés à soutenir sa propre machine étatique. La pression militaire est devenue économique, puis une usure politique interne. Le détail sur Mojtaba Khamenei modifie aussi la lecture de la crise. Pendant plusieurs jours, diverses versions ont circulé sur son état réel, sa localisation et son niveau de contrôle. Rubio a dit qu'il est vivant et de plus en plus impliqué. Trump profite de ce moment pour démolir l'idée que Washington serait en train d'implorer un accord. La gauche américaine a essayé de faire passer cette version lors de l'audition au Sénat, mais Rubio a répondu que personne aux États-Unis ne supplie. Ceux qui ressentent l'impact direct, c'est l'Iran, avec des pertes militaires, une baisse des revenus, une reconstruction coûteuse et une pression interne. C'était le tournant politique de l'audition. Le gouvernement Trump n'essaie pas de sauver une négociation faible. Il teste jusqu'où Téhéran est prêt à reculer après avoir perdu de la force. La différence entre négociation et capitulation sous pression doit être claire.
Trump n'offre pas un large soulagement simplement pour que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz. La réouverture du passage apparaît comme une condition initiale, pas comme une récompense finale. Après cela, viendraient des négociations plus spécifiques sur le programme nucléaire, avec des thèmes techniques, des limites claires et des exigences que le régime rejetait auparavant. La Maison-Blanche veut les obtenir de Téhéran. La capacité d'employer la mer pour le chantage et le nucléaire comme protection politique. L'Iran essaie encore de maintenir l'apparence de résistance. Les autorités iraniennes parlent de la fin des discussions, nient les détails et tentent de montrer qu'elles ne cèdent pas. Mais la position réelle du régime devient plus fragile lorsque la pression elle-même oblige Téhéran à répondre par des intermédiaires et à discuter de sujets qui étaient auparavant interdits. La machine iranienne met des jours à répondre. Selon Rubio, c'est parce qu'il existe une division interne entre l'aile politique, qui voit l'effondrement économique, et les secteurs les plus durs liés à l'appareil militaire et religieux. Cette division est l'une des plus grandes faiblesses révélées par Trump et Rubio. Si seuls les politiciens iraniens confrontés à l'inflation, aux troubles et aux finances publiques décidaient, l'accord serait conclu plus vite. Le problème réside dans les centres les plus radicaux du régime, qui veulent maintenir une posture de confrontation même avec la marine touchée, les recettes bloquées et l'infrastructure militaire endommagée. Donald Trump exploite précisément cette fracture. Ou bien Téhéran accepte de négocier sérieusement, ou bien il devra supporter une crise qui consomme de l'argent, de la stabilité et du pouvoir. L'impact international joue également contre l'Iran. En pratique, aucune grande puissance ne veut que le détroit d'Ormuz soit fermé. La Chine, la Russie, l'Europe, le marché de l'énergie et les exportateurs dépendent de routes ouvertes. Cela laisse Téhéran isolé sur une question qui affecte le portefeuille de beaucoup de gens. Donald Trump a compris ce point et a mis l'Iran face à un coût qui augmente chaque jour. La Maison-Blanche travaille maintenant sur deux fronts en même temps. Il s'agit d'abord de maintenir le blocus et la pression économique. La seconde consiste à tester une négociation nucléaire plus approfondie, sans répéter des accords laxistes qui permettaient au régime de gagner du temps. Trump veut un résultat acceptable pour les États-Unis. Pour le Sénat, cela signifie qu'une simple promesse iranienne ne suffit pas. Le régime devra fournir quelque chose de vérifiable. La prochaine étape dépend de l'ouverture réelle du détroit d'Ormuz et de la réponse du commandement iranien aux conditions américaines. Si Téhéran ouvre le passage, les discussions pourront avancer vers des points spécifiques du programme nucléaire. Si elle continue de bloquer la route ou de menacer les navires commerciaux, la pression américaine devrait se maintenir en mer par des sanctions et la dissuasion militaire. Trump a déjà prévenu que l'accord doit être conclu d'une manière ou d'une autre, et cette phrase est au cœur de la crise. Je suis Milson Alves, Global, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour plus d'engagement avec la communauté Milson Alves.